Bonjour et bienvenue à toutes pour notre prochaine séance qui est le module 4 sur les bases économiques. Et donc, c'est une introduction à la macroéconomie aujourd'hui. Mais avant que on lance directement dans l'affaire, j'aimerais bien, comme dit auparavant, me dédier un peu de temps sur donc quelques questions pour faire le ménage, disons, pour notre cours et à ce que tout le monde soit sur la même page. Donc, tout d'abord, les questions qui concernent donc l'exercice. Donc, quelques-unes avaient à cliquer donc sur le lien et à accéder au lien. A priori, ça devrait fonctionner maintenant. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire l'exercice, il n'y a pas un véritable délai où vous avez jusqu'à minuit de terminer le devoir. Vous savez très bien, les exercices et les devoirs, c'est pour votre propre formation, c'est pour approfondir les connaissances théoriques, les mettre en pratique, au moins à l'écrit et à l'oral. Et vous voyez déjà ici, Kesso ainsi bien que Mariam ont déjà mis leurs réflexions à l'intérieur de ce tableau. Donc, j'invite tout le monde de faire pareil. Si c'est aujourd'hui, si c'est à la fin de la semaine, comme je vous ai dit, c'est important à ce que vous le fassiez pour votre propre élargissement d'esprit et pratiquer donc ces théories et ces concepts qu'on a vus et qu'on va voir dans les semaines à venir ensemble. Donc, ça, c'est le fichier qui aura tous les exercices. Comme vous le savez, vous pourrez l'accéder à travers notre site. Dès que vous allez sur le menu en haut de page et vous cliquez sur support, vous auriez donc la chaîne YouTube avec tous les cours qu'on fait cet été et ainsi que donc les exercices par rapport aux différents modules. Vous cliquez sur les exercices complémentaires et donc vous arriverez ici à notre document. Y a-t-il des questions concernant donc l'accès aux exercices et aux modules? Si jamais vous ratez un cours, vous voyez, vous cliquez ici et vous aurez donc toute la gamme de nos vidéos qui sont donc actualisées toutes les semaines. Et là, les premiers trois, ce quatrième module sera mis en ligne à la fin de la semaine, ainsi que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le module 5 qui sera une application de la macroéconomie, de ses bases et de ses concepts à travers une perspective interdisciplinaire. Donc, il y aura des cas pratiques, comme vous l'avez vu avec les exercices pour le module 2. J'ai vraiment fait de sorte à ce que vous auriez le temps de vraiment essayer de négocier ou d'appliquer les compétences de négociation dans le monde au quotidien. Vous voyez, on avait mentionné le troc lorsqu'on est au marché. Ça, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la base d'acquérir des compétences de négociation. Et bien que, à première vue, on se dit, c'est pas forcément ça ce qu'on s'y attend dans un cabinet d'avocats, au sein d'un ministère ou encore sur le niveau international lorsqu'on est en train de négocier un traité de paix ou un traité de commerce. Et donc, c'est vrai que ces bases-là, d'être à l'écoute de l'interlocuteur, d'essayer d'établir un espace commun pour qu'il y ait de la confiance, pas seulement en soi, mais aussi à travers l'espace avec des différents interlocuteurs. Parce que souvent, lorsqu'on a une négociation, ce n'est pas un seul partenaire ou un seul interlocuteur, mais souvent, il y en a plusieurs. Donc, ça,
ça va être aussi notre feuille de route. Vous auriez donc des exercices à rendre à l'écrit sur notre site, comme je vous l'ai montré avec ce tableau ici. Mais vous aurez aussi l'occasion de travailler avec vos collègues donc, sur ces questions en vous mettant ensemble. Et par exemple, la réunion hebdomadaire donc, au QG de LGP sera une bonne occasion, je pense, de le faire et de vraiment s'entraîner et de vraiment approfondir et internaliser ces questions-là. D'accord. Y a-t-il des questions? Sinon, la première question que moi j'aimerais aborder, c'est donc un rappel celles qui n'ont pas encore eu le temps de remplir le questionnaire. Ce serait génial si vous pouvez le faire. Donc, je vais mettre, vous voyez, dans le module 3 donc, de la semaine dernière, il y a le lien. En cliquant dessus, vous allez directement à la petite enquête et ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça nous sert beaucoup à vraiment enregistrer donc, vos perceptions du cours, vos compétences. Et j'ai vu que quelques-unes entre vous l'ont déjà rempli, donc merci, merci bien. Pour celles qui n'ont pas encore eu le temps, prenez ces 10 minutes et ça me fera très plaisir parce que ça nous aide tous à genre créer un cours et du matériel qui nous servent au mieux et qui font avancer nos compétences en général. Donc, cela dit, donc, s'il n'y a pas de questions, on se lance donc dans la quête sur la macroéconomie. La revue de la semaine dernière, je l'ai déjà faite. On a revu quelques questions d'ordre de négociation et résolution des conflits. Et je dirais, dans le cas de week-end, vous avez vu donc ces compétences de négociation à travers un espace interdisciplinaire, c'est-à-dire vous avez bien pu travailler donc ces questions dans un contexte pluriel et aussi politique. Et c'est-à-dire Kesso et Mariam l'ont fait dans leur propre vision, dans leur propre champ. Et moi, j'avais donné l'exemple des négociations climatiques, mais je pense Mariam avait utilisé l'exemple de la pauvreté. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très actualité. Et forcément, c'est un champ qui nécessite à ce que beaucoup d'interlocuteurs et d'acteurs agissent ensemble et de manière vraiment interdisciplinaire, parce que comme vous le savez très bien, la pauvreté, elle n'est pas seulement un phénomène économique, mais aussi bien culturel, social, politique. Et donc, ça permet donc une réflexion plus intégriste et plus intégrale si on fait cette approche interdisciplinaire. Et donc, l'autre exemple clé, c'est par les négociations de paix. Comme vous savez, souvent, c'est le cas qu'il y a des victimes, par exemple des femmes qui ont été violées et qui n'ont pas la parole, surtout dans des sociétés patriarcales. Et donc, du coup, de créer un espace où ces victimes ont droit à être intégrées dans le processus, c'est très, très important, par exemple. C'est juste un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, y a-t-il des questions au sujet donc, du cours de la semaine prochaine et du module complémentaire que je viens de publier ce week-end? Et il y avait une bonne question de votre part, c'était
y a-t-il cours parce que vous avez envoyé le module 3. Je vais vous montrer donc vite fait, non par rapport les diapositives, 2 secondes si j'arrive à sortir ici. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ici, vous avez soit dans votre plan du cours, soit sur notre site, si vous allez au calendrier, vous cliquez sur le menu calendrier, vous voyez tout ce qui est en vert. Ça veut dire, ça c'est la séance asynchrone que moi, à la fin de la semaine, si possible le vendredi, sinon le week-end, je mettrai en ligne. Et c'est à vous de consulter donc cette vidéo et ce cours dans votre temps libre. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps libre entre nous. On a toujours euh, une planche remplie de pain et on ne veut pas que le pain brûle. Donc, c'est évident. Mais comme je vous ai dit, normalement, ces modules asynchrones servent à un peu approfondir la séance d'avant. Donc, vous voyez ici le module 5 qui sera publié à la fin de la semaine ou ce week-end est complémentaire donc en ce qui concerne ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, directement de vous y mettre, sachez que c'est pas grave. Essayez quand même d'y accéder au plus rapide possible. Donc, ça, c'était les questions préalables. Je vous donne quelques petites secondes. Vous avez une question? Comment? Non? D'accord. Donc ça, c'était par rapport aux exercices et aux modules en ligne. Maintenant, passons à l'acte. La macroéconomie. Donc, ce que je veux réussir à faire aujourd'hui, et le temps presse toujours, mais je pense on aura un peu le temps pour faire une petite revue, une petite mise dans le contexte des grandes questions macroéconomiques. Et donc, le premier objectif, c'est vraiment de montrer, notamment pour celles qui n'ont pas encore de base macroéconomique, quels sont les concepts fondamentaux dans ce domaine. Et à travers donc, ces grands concepts, on peut voir et examiner les indicateurs économiques auxquels on devrait faire attention. Et donc, après, comme on veut être tous et tout dans la politique, un jour ou l'autre, vraiment d'aborder quelques politiques clés qui sont liées directement associées à l'économie, c'est-à-dire les politiques budgétaires ainsi que les politiques monétaires. Mais on y reviendra d'ici peu. Commençons donc avec la question la plus logique. Qu'est-ce qu'est la macroéconomie? Y a-t-il des commentaires, des idées? Qui est-ce qui veut se lancer? Pour vous, qu'est-ce qu'est la macroéconomie? On essaie, lorsque possible, de faire ce cours de manière plus interactive, au plus interactive possible. Donc, n'ayez pas peur. Que pour vous, qu'est-ce qu'est la macroéconomie? Et pas tout en même temps, parce que sinon c'est la cacophonie. Allez-y. Y a-t-il une volontaire? Et si vous voulez parler, si vous voulez faire un commentaire,
faites pour vous, la macroéconomie, qu'est-ce que c'est? Non, allez-y, Aïssatou. Bonsoir, professeur. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, super, ça marche très bien, merci. Voilà. Pour moi, je pense que la macro, c'est l'étude de l'économie en général, dans son ensemble. Très, très bien, très, très bien. L'étude ou la vue de l'économie dans son grand ensemble. Oui, parfait, parfait. C'est une très, très bonne réponse. Et je vois aussi que Kesso a la main levée. Un autre. Voilà. Non? Commentaire? Donc, c'est tout juste. Donc, voyez, la macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble. Et donc, ça se différencie donc avec l'économie au plan local ou individuel. Et certains d'entre vous sont très engagés au milieu entrepreneurial. Si vous avez votre propre entreprise, ça, là encore, il faut avoir des compétences, des connaissances très, très approfondies pour faire marcher votre organisme. C'est une organisation, c'est une firme ou c'est une coopérative, une collective. Et donc, encore, ça, c'est sur un plan local. Ça, c'est les différences entre donc le macro et le micro. Et encore une fois, pour la macroéconomie, normalement, ça veut prendre, on peut le faire sur le plan national, mais bien évidemment, on peut aussi travailler après la macroéconomie sur le plan global, c'est-à-dire quelles sont les relations entre pays et quels sont donc les effets, l'impact que une mesure prise dans un pays clé, un pays qui est fort économiquement, une puissance économique, et quel effet a donc une politique monétaire, une politique de sanctions économiques à travers le monde entier. Vous savez très bien, par exemple, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, l'Ukraine était un exporteur de blé énorme. Et à cause de la guerre, malheureusement, ils n'ont pas pu exporter de la même manière. Et ça a beaucoup, beaucoup touché des pays qui dépendaient donc du blé ou des graines de l'Ukraine. Et donc, il y avait pas mal de pays en Afrique qui étaient donc dépendants de cette importation. Et vous pouvez bien vous l'imaginer que cette impasse cul-de-sac a donc mené à une augmentation alimentaire en général. Donc, ça veut dire un produit de base, donc forcément aussi mené à un changement très, très drastique dans d'autres domaines ou dans le domaine de l'économie plus globalement parlant. Donc, ce que j'aimerais bien à partir de ces deux grandes distinctions que j'aimerais bien faire maintenant, c'est de venir à quelques éléments qui font marcher ou qui constituent donc l'économie dans son ensemble. Et vous voyez ici, on a 4 points clés. Ici, c'est le PIB ou le produit intérieur brut, le taux de chômage, l'inflation et les balances des paiements. Il y a bien évidemment beaucoup, beaucoup plus d'indicateurs, mais comme aujourd'hui, on se contente d'une analyse macro, donc la grande introduction
à des bases économiques, on va se contenter à travers ces quelques facteurs et on va visiter, on va aborder l'un après l'autre et avoir quelques réflexions, quelques questions pour mieux comprendre quel est le poids, quel est l'impact de chaque indicateur pour l'économie au plan national et ainsi donc au plan local pour les communautés et la société en général et au plan international, donc global. Donc, commençons à travers, et vous voyez ici, ça aussi, j'ai fait le sorte à ce que tous ces différents indicateurs soient véritablement accessibles ou visibles à travers des bulles. Et vous voyez qu'il y a certaines bulles qui sont un peu plus larges ou plus grandes que d'autres. Et c'est fait exprès. C'est vrai que le PIB a un poids énorme, mais à un moment donné ou un autre, le taux de chômage, lui également, pourrait avoir la même taille que le PIB, parce que vous le savez très bien, si on a une inflation galopante, on y reviendra, donc c'est-à-dire c'est une inflation à deux chiffres qui ne s'arrête pas, les gens ne gagnent plus suffisamment pour nourrir leur famille. Et là, on a encore un grand problème, c'est-à-dire le taux de chômage est très, très élevé. Et si on aborde un taux de chômage qui va au-delà d'un tiers de la population, ça, bien évidemment, cause une énorme crise catastrophique qui, bien évidemment, non seulement mène et à la pauvreté, mais qui peut également mener à un désordre public, c'est-à-dire les gens commencent à se révolter et il se peut que ça mène à une instabilité politique et donc à la chute d'un gouvernement ou d'un régime. Donc là encore, ces bulles que vous voyez ici, c'est fait exprès qu'il y a une différence de taille, mais sachez que cette taille, selon l'indicateur, peut être dynamique et peut s'agrandir ou se rétrécir au fur et à mesure. Voyons donc en premier lieu le produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est donc la valeur que le pays peut accorder donc à les biens et les services qui sont donc pendant une période donnée, normalement, période dans le sens d'une année. Donc, on mesure donc, ces termes au cours d'une année et on a donc normalement des semestres et ou des trimestres ou des quarts d'année pour évaluer la performance et la croissance en général au sein du pays. Et donc, ce qui là encore est important à retenir, mais je ne l'ai pas sur les diapositives, mais il se peut que vous allez retrouver les deux mots, le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB réel, c'est-à-dire c'est toutes les valeurs qu'un pays produit. Et donc, le PIB nominal, c'est-à-dire c'est déjà le PIB un peu nettoyé avec ce qui concerne donc les taxes ou d'autres chiffres qu'on a pu extraire ou réduire à ce que le chiffre effectif soit accordé donc à l'ensemble de ces statistiques. Donc,
Et comme vous voyez ici, donc tout ce qu'il faut inclure, et on y reviendra lorsqu'on travaille, donc la balance des paiements. On peut avoir un grand PIB, mais si on doit tout importer et les importations coûtent cher, le PIB réel, si on veut, est relativement petit parce qu'on dépend des autres et on n'arrive pas à produire les biens et ou services que la population, que la société a besoin. Donc, tenez ça un peu en tête lorsque vous regardez les chiffres. Des fois, les chiffres peuvent être trompeurs et donc, du coup, il faut toujours savoir si il s'agit du PIB réel ou nominal. Et nominal, c'est normalement le chiffre qu'on devrait travailler avec parce qu'il est beaucoup plus net et franc en termes de quelle est la véritable valeur que le pays est en train de produire. Donc ça, c'est la première donne et ça, c'est quelque chose de clé. Et même si ça est un peu théorique en ce moment, vous verrez la prochaine séance asynchrone que je vais vous partager donc à la fin de cette semaine. Je ferai de sorte à ce que il y a aussi donc des exercices très pratiques qui vous montrent un peu aussi ces chiffres dans le contexte de la Guinée, aussi bien que dans l'économie globale. Donc, ça, c'est pour le PIB. Le deuxième indicateur économique qu'il faudrait retenir, c'est le taux de chômage. Et là encore, comme je vous ai dit, le plein emploi, ça c'est un chiffre que vous poussez en tête également, c'est le plein emploi peut être achevé même s'il y a encore un taux de chômage entre 3 et 5%. C'est un grand chiffre quand même. Si vous vous souvenez, 5% de la population, ça peut être très, selon la société, ça peut être très, très significant. Et donc, du coup, à votre avis, pourquoi parle-t-on de plein emploi, même s'il y a encore 3 ou 5% de gens qui sont au chômage? Avez-vous une idée? Même si le chômage n'est pas à zéro, pourquoi les économistes disent qu'il y a plein emploi malgré un taux de chômage de 3 ou 5%? Avez-vous quelques idées? Pas d'idée? C'est les économistes qui ne sont pas mathématiciens. Y a-t-il quelqu'un qui veut se aventurier en nous proposant une solution ou une idée? Pourquoi un taux de chômage? Oui, ça tout. Allez-y. Pourquoi un taux de chômage de 3% ou 5% peut être considéré le plein emploi? Allez-y. Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais je me dis que peut-être que le plein emploi, c'est pour dire qu'il y a des entreprises en tout cas qui existent et puis qui ont la possibilité d'employer ceux qui peuvent travailler. Tout à fait, tout à fait. C'est justement, vous voyez ici les types de chômage. C'est le premier type de chômage, donc le chômage frictionnel, qui rentre donc dans cet ensemble. C'est-à-dire, disons que, allez, ça tout, vous avez une entreprise qui travaille sur l'électronique et vous cherchez des employeurs et donc des employés, pardon. Et vous êtes l'employeur et vous cherchez la main-d'œuvre pour votre usine.
Et moi, je suis en train de chercher un emploi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Non, non parce que c'est pas un travail que je ne veux pas faire, mais peut-être parce que je n'ai pas les qualifications. C'est-à-dire, si vous cherchez un expert avec les puces informatiques, et moi, j'ai un brevet, je suis masseuse ou maçon ou même coiffeur, à moins que je fasse et je prenne des cours et je fasse une formation pour être exactement selon vos besoins, il y a donc une désinformation et un déséquilibre qui fait partie du marché. C'est-à-dire, l'information ne peut pas toujours circuler à l'optimum. C'est-à-dire, si vous, par exemple, prenez tous les médias sociaux, Facebook, WhatsApp ou TikTok ou Twitter ou X maintenant, il y a tellement d'informations que il m'arrive souvent que je rate un message parce que on est bombardé à droite à gauche sur plusieurs plateformes et, donc ça c'est pareil en économie. L'employeur lance une annonce d'emploi, mais peut-être que les gens qu'il cherche ne reçoivent pas directement ce message ou ça prend quelques semaines, quelques mois avant que quelqu'un puisse y répondre. Et donc, c'est pour ça il y a toujours un taux qui est un peu supérieur ou au-delà de zéro parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent un emploi et ou un employeur qui cherche donc de la main-d'œuvre et qui n'a pas directement ce fameux matchmaking, c'est-à-dire on ne trouve pas souvent ou toujours la personne qui colle exactement. Et donc, du coup, il y a toujours un petit résidu en ce qui concerne les gens qui sont au chômage. Mais cela dit, et donc votre réponse, ça a tout été tout juste, ce n'est pas normalement, en gros, ce chômage frictionnel, cette période où il y a toujours des gens qui cherchent ou qui sont au chômage parce qu'ils changent d'emploi, si c'est pour une journée, pour une semaine ou un mois, normalement, ou si on a mis des épargnes de côté, c'est pas une crise essentielle. On n'est pas mis à la porte, on n'est pas forcé de quitter son emploi parce que l'usine ferme ses portes. Et donc là encore, c'est important de souligner que si c'est volontaire ou au moins pas forcé, vous n'avez pas une crise existentielle, socio-économique qui va périller votre famille, votre existence. Cela est complètement différent lorsqu'on parle soit du chômage structurel ou cyclique. Et structurel, évidemment, par rapport s'il y a un grand changement au sein de l'économie, et je pense y a-t-il un exemple que vous pouvez mentionner? Y a-t-il une invention dernièrement qui va peut-être mener à un déplacement d'emploi dans l'avenir proche? Avez-vous une idée? On a souvent dit que l'ordinateur allait remplacer les gens. Et oui, il y a des robots qui travaillent dans des usines qui ont remplacé des ouvriers. Ça, oui, c'est vrai. Mais le contraire est arrivé. Maintenant, on utilise tous des ordinateurs et pour le mieux ou pour le pire. Et donc, est-ce que vous avez une idée ou un exemple d'une innovation actuelle ou technologie qui pourrait avoir un tel effet, une structuration ou un changement structurel
qui pourraient peut-être mener à des pertes d'emploi? Y a-t-il quelques idées? Moi, professeur, Oui, allez-y, allez-y. bonsoir, vous me recevez? Oui, à voix haute, très clair. Alors, par, par rapport à la question, je vais faire un petit témoignage. Nous, on a été victime de ça. Oui. L'année dernière, je travaillais avec Orange, leur call center, le call center de Orange. Donc, on a eu affaire avec, en fonction des machines qui pourraient répondre directement aux clients. Le boulot que nous, on faisait, genre les clients appelaient pour dire leurs problèmes et que nous, on essayait derrière de résoudre les problèmes. Maintenant, ils ont directement mis un serveur en place. Ça pouvait répondre et à la langue nationale et en français. Je sais pas si c'est que de mon côté, on vous entend mal. Vous arrivez à la comprendre? C'est difficile, non? Vague, on est venu en scier le même jour. Ils nous ont dit à voir si ces machines pouvaient faire l'affaire. Donc, avant l'expérimentation, ils ne pouvaient plus nous payer. D'accord, je vais éteindre le micro parce que je vous entends très, très mal. Désolé. Ah oui, on l'a perdu. Mais je pense, si j'ai bien compris, et vous pouvez rajouter quoi que ce soit, si j'ai bien compris, c'était à travers l'entreprise Orange. Et donc, Ramataya et ses collègues étaient dans la direction des services en travaillant avec des clients, en répondant à leurs questions, à leurs besoins. Lorsqu'il y avait un appel, un client appelé, ils étaient en train de traiter l'affaire. Et si j'ai bien compris, Orange a donc substitué la main-d'œuvre humaine avec une machine, c'est-à-dire, je dirais même d'y aller pour dire que c'était l'intelligence artificielle. Vous avez tous déjà fait l'expérience en ligne. Parlez au chatbot, tapez votre question et il vous donnera la réponse. Et c'est très, très, très frustrant. Je vois que il y avait une autre main. Camara? Non. Donc, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais ça, c'est un très, très excellent exemple d'une nouvelle technologie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui fait que certains emplois peuvent être et vont être supprimés. Et c'est vrai que on a beau et bien avoir peur et de se méfier de cette technologie. Beaucoup d'artistes, par exemple, photographes et designers qui travaillent avec l'image, ont monté les barricades et on dit aux grandes entreprises technologiques comme Google et OpenAI et autres, ou Meta, le fameux, l'ancien Facebook, qui n'ont pas le droit, leurs machines virtuelles n'ont pas le droit de fouiller le web, Internet, pour leurs images, pour apprendre des processus. S'ils veulent faire cela, ils doivent le faire à travers donc une contribution, c'est-à-dire ils doivent payer pour fouiller à travers toutes ces images que ces artistes ont mis en ligne. Et
si vous avez déjà vu le service Getty's Images, c'est souvent dans les journaux qu'on voit leurs images. Ils travaillent beaucoup de photographes. Et, cette compagnie maintenant a donc créé sa propre plateforme pour mettre en œuvre cette intelligence artificielle pour éviter toute poursuite judiciaire. Vous voyez, au lieu de travailler avec les artistes ou ceux qui ont peur de perdre leurs emplois d'ici 5 ans ou 10 ans, les grandes entreprises préfèrent de les éviter et de travailler avec leur propre laboratoire. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais vous voyez comment les forces du marché et les forces économiques se manifestent à travers des champs différents. Et donc, le dernier taux de chômage, c'est le chômage cyclique. Et on y reviendra dans un instant. Lorsqu'on parle des cycles économiques, vous verrez qu'il y a donc la croissance, un pic. Après, il y a forcément donc une décroissance et un creux avant que ça revienne. Et dans cette recyclage des différents cycles économiques, on trouve aussi donc un des effets ou impacts et le chômage forcément. Et donc, comme je vous ai dit, selon donc le pays et le poids du pays, si c'est une force ou une puissance économique, ça peut bien évidemment aussi avoir des répercussions au plan global. Passons donc au prochain indicateur qui est l'inflation. Et l'inflation, comme on le connaît tous, c'est donc l'augmentation, une hausse générale des prix qui peuvent s'accorder aux biens, aux produits et ou aux services rendus. Et un exemple, comme moi je suis issu de la zone économique en Europe, lorsqu'on est passé de l'euro ou de la Deutschmark et du franc et autres à l'euro, il y a eu une inflation de quasiment, pas pour tous les biens et services, mais quasiment de 50%. Donc, même si l'euro était le double de la Deutschmark, là où j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance, à la fin de ce processus de transition, bien que le taux d'échange, c'était 2 Deutschmark environ, un Deutschmark 90 était environ 1 euro. À la fin du compte, c'est devenu 1 euro égale 1 Deutschmark. Et donc ça, c'était vraiment une énorme inflation. On a vu cette inflation à la fin du Covid aussi. Les prix ont beaucoup augmenté, mais malheureusement, normalement, on a ce qu'on appelle donc aussi une inflation salariale, c'est-à-dire on essaie d'équilibrer l'inflation générale avec une augmentation des salaires. A priori, une inflation annuelle s'élève à 2 ou 3%. Et donc, normalement, les employeurs qui sont en train de négocier avec les grands syndicats essayent à ce que les travailleurs, les ouvriers et les employés reçoivent une hausse salariale ou de leur salaire qui est équivalent à l'inflation annuelle. Et donc, vous savez très bien que c'est un des fondements ou un des bases de l'économie et du marché. Si j'ai un bien, donc disons que moi je vends du pain et vous êtes 10 personnes à vouloir du pain et moi j'ai que 3 pains ou 2 baguettes et 3 pains demi,
je ne peux que servir 5 entre vous 10. Et ça ne veut même pas dire que si vous avez une grande famille et vous avez besoin de 3 baguettes au lieu d'une seule, vous voyez, je ne peux même pas vous satisfaire. Et donc, dans un marché libre, donc dans ce cas-là où il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a d'offres, vous voyez très bien que moi, en tant qu'offreur donc d'un produit, je vais augmenter mon prix parce que vous allez tous essayer de m'arracher mon pain et moi, je vais en bénéficier. Et ça, dans un marché libre, ça cause des énormes problèmes. C'est un avantage pour celui ou celle qui vendent leurs produits, mais pour la société en général, ça pose de graves problèmes. Et, cette inflation peut forcément mener à des cycles économiques qui posent après des grands problèmes. Et pour éviter cela, ce qu'on appelle donc les politiques économiques pour faire face à ces problèmes. Et donc l'indice pour justement savoir si on a trop d'inflation ou non, on regarde les prix, on les calcule. C'est vrai que des fois les carburants augmentent plus rapidement que la hausse des produits alimentaires comme le pain ou la farine. Et donc là encore, tout dépend donc du marché global. Si les pays producteurs pétroliers sont en grève ou ont eu à faire une crise, il se peut qu'ils vont augmenter leur prix. Est élevé, ça, comme on l'a dit auparavant, mène aussi à des graves fluctuations d'autres prix dans d'autres secteurs de l'économie. Question, je vois que vous avez la main levée. Allez-y. Une question, un commentaire? Oui, mais professeur Arnold, en fait, c'était sur le chômage. Mais comme vous avez dépassé, je pense je vais vous poser la question après parce que je ne suivais pas bien, moi. Je n'entendais pas. D'accord, aucun problème. Oui. Je pense qu'on va continuer après. Je vais vous envoyer des questions. OK, aucun problème là-dessus. Ça marche que ça. OK, à tout à l'heure. À tout. Et donc, ça c'est en ce qui concerne donc l'inflation. Et le dernier pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, et c'est donc ici, lorsqu'on parle du commerce global, lorsque j'ai indiqué que certains pays doivent importer beaucoup de produits parce qu'ils n'arrivent pas avec leurs propres moyens de faire de sorte à ce que la société puisse produire soit de l'alimentation, soit d'autres produits et services qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Et je pense que vous vous souvenez tous, et vous êtes un pays qui était à l'époque une colonie française. Et vous savez très bien que le colonialisme, c'était un des pires des cas d'une forme d'exploitation où les pays qui étaient en train de coloniser les autres pays étaient en train d'exploiter et de prendre les ressources primaires et donc en les apportant ou menant dans un pays propre et en renvoyant donc un produit tout fait dans le pays colonisé et en faisant payer les prix aux consommateurs là-bas. Et donc ça, c'était forcément un modèle économique d'exploitation
On a de la chance que c'est beaucoup moins le cas. Ça arrive toujours que certains pays producteurs essayent de créer un rapport de dépendance avec des pays qui sont plus faibles ou qui n'ont pas forcément la capacité économique de produire tout cela. Et donc, en ce qui concerne la balance des paiements, il faudrait vous rappeler que donc, un pays, normalement, si on veut avoir une bonne balance, doit normalement produire plus que d'importer. Donc, toutes les importations devraient être inférieures aux exportations. Si on arrive à exporter et à vendre, on a une balance des paiements positive. Si on importe beaucoup plus qu'on produit, ben, c'est le contraire et on s'endette. Et donc, les États-Unis, même si c'est un pays fort et puissant et riche, pendant très longtemps, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais pendant très longtemps, et je pense que ça va changer, balance de paiement négative parce que là encore, il y avait un fait pervers parce qu'ils étaient en train de produire tout à l'extérieur, c'est-à-dire en Chine, et ils allaient donc après importer donc tous les produits. L'exemple classique, c'est l'iPhone, que beaucoup d'entre vous en ont un. Donc l'iPhone est donc un produit américain, mais produit en Chine pour la plupart. Et donc, ce fait-là a créé donc une balance de paiement négative et donc là encore un pays qui se trouve dans une telle situation doit veiller à ce que donc cette balance est beaucoup plus équilibrée. Donc ça, c'est juste pour vous dire quelques indicateurs clés sur l'économie. Je veux, comme le temps est jamais avec nous, il est toujours contre nous. Il y a l'horloge ou la montre qui passe très, très rapidement et on s'approche à la fin de l'heure. Donc, j'aimerais quand même bien terminer sur quelques questions politiques parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre vous aller entrer en politique et d'avoir une base de la politique économique, c'est-à-dire budgétaire et monétaire, sont importants afin de comprendre donc les cycles économiques et comment on peut avoir un effet sur les cycles économiques. Vous voyez, en ce qui concerne la politique monétaire, ce qu'on fait ici, en gros, c'est d'essayer de contrôler la masse monétaire à travers une banque centrale si on donc émet des billets ou si on augmente, si on baisse les taux d'intérêt. Moi, je veux bien m'acheter une maison même si je n'ai pas d'argent, mais si j'ai un taux d'intérêt pour ma hypothèque qui est pratiquement zéro, bien évidemment, je vais emprunter à la banque pour me faire construire une maison si je paye que le prix actuel, c'est-à-dire s'il n'y a pas de taux d'intérêt sur l'emprunt, bien évidemment, tout le monde va se dire c'est génial, je fais cela. Mais si le taux d'intérêt s'élève à 10, 15, 20 ou plus %, on réfléchit si on a vraiment les moyens pour acheter une maison ou si le bien, le service ou le produit qu'on veut s'acheter est absolument nécessaire, notamment si on n'a pas les fonds, la masse monétaire pour le faire. Et donc, c'est donc à travers ces outils que les économistes au sein d'un gouvernement arrivent en collaboration, bien évidemment, comme je l'ai dit, avec la Banque centrale, qu'ils arrivent à gérer donc l'impact économique, la croissance et le comportement des consommateurs. Et la politique budgétaire s'aligne environ dans
dans un domaine similaire, sauf que c'est beaucoup plus précisément lié à ce que le gouvernement s'achète ou n'achète pas ou dépense. Donc, comment les recettes le gouvernement reçoit à travers les impôts, comment ces recettes-là sont distribuées et redistribuées au sein de la société et quels sont les projets que le gouvernement s'apprête à financer. Le processus de réformer, de renouveler l'infrastructure est très, très coûteux. Parlons de l'électricité, parlons des routes, donc parlons des réseaux avec normalement les opérateurs de télécom et autres. Et donc là encore, l'État doit se poser la question, y a-t-il un besoin? Souvent, les dépenses militaires, la défense est énormément coûteux. Et en Europe, souvent, ces budgets, grâce à l'Union européenne qui a donc créé un espace commun, ces dépenses étaient un peu moins élevées que par exemple aux États-Unis, qui était une puissance, on l'a souvent doté de flics du monde, où ils étaient en train de vraiment faire de sorte à ce que le poids de la défense, de l'armée et autres soit à la hauteur d'autres puissances globales comme la Chine, par exemple, pour ne pas se faire dépasser. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est un choix politique auquel on doit s'apprêter. Et donc, qu'il nous reste ici 2-3 mots que la politique monétaire, bien évidemment, fait à ce que les prix soient stables, parce que forcément, si on n'arrive pas à vraiment faire de sorte à ce que l'inflation ne soit pas galopante à 2 chiffres et les gens n'arrivent plus à se payer le pain ou à s'acheter les produits de base, ça mène forcément au chômage, ça renforce la crise économique. Et donc, l'idée ici de la politique monétaire est d'être plutôt restreint et sévère pour que donc, la croissance économique soit stable et soit en croissance au lieu d'être en recul. Et pour de la politique budgétaire, bien évidemment, là aussi, l'État peut donner donc des initiatives pour que les gens consomment plus. Lorsqu'il y avait le COVID aux États-Unis, il y avait beaucoup de gens au chômage. L'État a mis de l'argent, des subventions à envoyer donc des chèques, donc de l'argent aux citoyens, aux résidents pour justement faire de sorte à ce que l'économie fonctionne et ceux qui n'avaient pas perdu leur emploi puissent maintenir cet emploi. Et c'est une mesure très keynésienne, donc de point de vue politique. Et c'est encore une fois pour savoir comment au mieux gérer donc les dépenses aussi bien que les impôts, donc les recettes que l'État reçoit à travers donc ces taxes, ces tarifs et impôts lors des services. Donc, et je vais en terminer 3 mots sur les cycles parce que je pense que c'est important à ce que vous connaissiez ou ayez au moins entendu en parler, c'est-à-dire, vous voyez, l'économie est vraiment cyclique, c'est-à-dire on peut avoir une croissance si tout va bien, si tout le monde achète, si tout le monde vend, et on a une inflation
qui est à 2 ou 3% et on arrive à payer ses dettes, tout est en bon ordre, mais à un moment donné, on arrive au pic, c'est-à-dire d'un moment, on ne peut pas avoir une croissance indéfinie. Et donc, c'est pour ça, vous avez déjà peut-être entendu parler d'un modèle ou d'une théorie de décroissance. Tout au long du XXe siècle, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a tous fait avec le système de Bretton Woods, avec les Américains et donc le consensus de Washington, c'est-à-dire avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, on avait tous en tête la croissance, qu'on peut toujours accroître la richesse ou les richesses nationales et globales. Et dans ces dernières années, il y a beaucoup plus de chercheurs, économistes et autres qui se sont dit la croissance à tout prix n'est peut-être pas la meilleure solution. Et donc, si ça vous intéresse, je vais peut-être pouvoir mettre quelques exemples de cette théorie et de ce mouvement, parce que c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on a pu voir traditionnellement dans la science économique ou les sciences économiques. Et encore une fois ici, l'idée est de la croissance stable et constante. Mais comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Il y a toujours des chocs externes ou internes. On avait parlé de la technologie qui, au fur et à mesure, après mène à un pic et puis une récession jusqu'à ce qu'on retrouve au plus bas, donc le creux avant que ça remonte. Et le creux peut être beaucoup plus bas s'il y a une crise énorme, comme par exemple la pandémie, ou s'il y a une restructuration dans la technologie ou dans un certain secteur. Des fois, le creux est très court et très proche du pic et après, ça recommence à croître. Et donc tout cela dépend donc de plusieurs facteurs. Et donc, avec cela, je vais terminer avec quelques exercices que je vais vous donner à la fin de la semaine, mais au moins que vous puissiez avoir une idée. Vous pouvez déjà partir de ce cours aujourd'hui en réfléchissant des grandes questions. Donc, de vraiment pouvoir internaliser et mémoriser donc les grands concepts qu'on a vus aujourd'hui et donc la valeur des différents indicateurs dont on a parlé aujourd'hui et donc quel est le rôle des politiques économiques. Et pour celles qui aimeraient bien voir ou fouiller un peu plus sur ces questions-là, il y a quelques livres, Principes de la macroéconomie par Mankif ou L'introduction à l'économie par Paul Samuelson. Donc, il y a pas mal de livres là-dessus. Je vous ai fourni aussi, bien évidemment, le lien de votre ministère de l'économie, mais aussi la Banque mondiale en Guinée, aussi bien qu'un site qui est assez utile pour voir ces grandes questions, même si c'est un peu plus penché sur la zone Europe. C'est très, très intéressant. Et avec ceci, je vais quand même voir s'il y a des questions, des commentaires pour en revenir. Je sais que Kesso avait une question peut-être sur le chômage. On a encore quelques minutes ensemble, si vous voulez bien. Et sinon, on se revoit donc la semaine prochaine, la même heure. Et entre-temps, moi, je vous filerai le module numéro 5 ce week-end avec d'autres exercices. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des commentaires à travers nos devoirs qu'on fera ensemble à l'écrit. Et n'hésitez pas aussi à partager la prochaine fois. Si vous avez le temps de pratiquer un peu la négociation avec vos collègues, on va prendre 5 à 10 minutes la prochaine fois aussi pour reporter un peu et raconter nos histoires, comment on essaie au mieux
d'appliquer quelques-unes de ces concepts et théories fondamentales dans la vie au quotidien. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. On vous remercie très sincèrement de votre disponibilité. Merci, merci. Et moi, je voudrais poser des questions sur beaucoup de choses, mais bon, mon téléphone est coupé, mais c'était sur le chômage et Oui, puis sur l'inflation un peu. oui. Je ne sais pas si je peux, là, je ne vois pas si je peux écrire et vous l'envoyer ou bien qu'est-ce que je peux faire? On peut encore prendre quelques minutes s'il y a une question ou deux à D'accord, répondre. Et d'accord. sinon, Ma question, c'était sur le chômage. oui, Le chômage ici actuellement, c'est-à-dire on prend l'exemple sur nous-mêmes, parce que nous, l'entreprise dans laquelle nous sommes, c'est l'électricité de Guinée. mhm, Le chômage est tel qu'aujourd'hui, qu'on doit vraiment, vraiment recruter des gens pour certaines choses, mais toujours on nous fait remplacer par des machines et tout ça. La nouvelle technologie aujourd'hui fait qu'il y a certains postes qui mettent, comment on appelle ça, ils sont, comment on appelle ça, ils mettent ça sur les nouvelles technologies, donc les machines remplacent les hommes. Donc, c'est comme si on n'a pas besoin des hommes alors qu'on en a vraiment besoin. Et je ne sais pas, nous, si vous pouvez nous donner quelques idées là-dessus, comment il faut s'y prendre pour que vraiment qu'on fasse le recrutement des hommes, quoi, parce qu'on en a vraiment besoin. oui. Non, ça c'est une très, très bonne question. Et même si je Oui, ne vais pas rentrer dans les détails, je veux quand même oui, donner quelques grandes lignes. Vous avez raison que la technologie est un danger pour la main-d'œuvre parce que il y aura la technologie est à un tel point où elle peut, dans certains cas, remplacer l'homme, l'humain. Et ça, c'est un problème. Mais pour donc aller à l'encontre de ce problème, ce qui est très, très important, c'est l'éducation. Si on est éduqué et si on a donc des compétences, notamment, ça se peut parce qu'une machine, un robot ou un logiciel technologique ne peut que fonctionner s'il y a quelqu'un derrière. Il faut un créateur, il faut quelqu'un qui sache le manipuler. Et donc, vous voyez un peu cette question de l'œuf et la poule. Donc, si on arrive à avoir la bonne éducation, donc au lieu d'être remplacé par la machine, c'est vous qui allez gérer la machine. Et donc, ça, c'est un peu une des choses où on doit s'associer à travers donc, ce secteur de la technologie. Si ce secteur technologique est indispensable. Mais vous voyez aussi que je vous ai parlé du mouvement de la décroissance. Les pays, notamment nordiques ou de l'Ouest, vont dans des pays moins développés en leur disant il faut absolument que vous fassiez X machin. Vous avez la technologie la plus moderne, vous allez à l'encontre de machin, machin, machin. Et selon les avocats donc, ou les porte-parole de ce mouvement de la décroissance, l'idée, c'est
pas engendrer encore une nouvelle lutte pour un nouveau marché parce qu'il nous faut tous la plus moderne technologie dans le secteur X, mais de se dire le secteur qu'on a et qu'on a créé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans fonctionne bien et on va essayer de le maintenir, de l'accroître plus lentement, mais pas forcément de l'isoler, mais de faire de sorte à ce qu'il soit prêt à surmonter et à survivre cette tempête technologique, si vous voulez. Donc ça, c'est aussi un deuxième point à retenir. Donc, même s'il y a donc des changements structurels, c'est vraiment un discours qui est passé et qui est vraiment promu à travers les grandes firmes et entreprises technologiques. Pour ces ils veulent absolument qu'il y ait d'autres débouchés, d'autres marchés, d'autres consommateurs. Et en leur disant non, c'est pas besoin, on n'en a pas besoin. Ça aussi, c'est un mécanisme de défense qui peut servir à maintenir et à promouvoir certaines débouchés. Et après, avec l'idée, par exemple, que vous aviez sans doute plein de familles ou d'amis qui travaillent dans le secteur, c'est le secteur de l'exploitation minière. Pour l'instant, c'est un secteur en hausse et donc dans les années à venir, ça va forcément encore rebondir et augmenter. C'est notamment les entreprises chinoises qui se sont mises à l'heure actuelle. Mais je pense, vu que la conscience environnementale et climatique a le vent en poupe, aussi de réfléchir à quel rôle a-t-on en tant que membre de la société, jeune ou âgé, quel est le poids donc de l'esprit, de la conscience environnementale. J'ai rencontré lors de ma dernière visite plein de jeunes activistes environnementalistes qui connaissaient la loi en Guinée sur donc les dommages que des victimes des compagnies minières ont. Donc, ils ont droit aux réparations, mais la plupart des gens, ils n'ont aucune notion qu'ils ont ce droit-là. Et donc, c'est une campagne d'information qu'il faut faire ici. Et ça aussi, ça peut engendrer d'autres emplois. Donc, d'être ouvert à des secteurs avec un avenir et au lieu de lutter, la machine, elle va me contrôler. Et je pense que c'est important de faire la grève si on a des syndicats puissants pour justement montrer aux grandes entreprises qu'ils n'ont pas le droit de faire leur bulldozer et d'écraser tout ce qu'ils veulent. Mais en même temps, si on a cette action collective, en même temps d'essayer aussi aboutir à des champs à travers une réflexion, à des champs nouveaux qui peuvent t'aider à créer aussi de l'emploi, notamment aussi pour ces jeunes. J'espère que c'était une réponse assez courte vu un très, très grand problème qui touche à beaucoup de domaines et secteurs, mais c'était une très, très bonne question. Et merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions ou de réflexions ou même commentaires? Des fois, c'est une question, des fois, c'est un commentaire. Nous, comme on est un collectif, on aime les deux. Questions aussi bien que commentaires. Allô, bonjour, Dr. Goose.
Oui, bonjour, allez-y. Oui, je suis Bangouran Sira. Bonjour la team. Je viens de prendre les cours en marche. Je sais que nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas très douée en économie, mais je comprends vos cours là, je comprends un peu. Je suis tombée un peu sur la partie de l'inflation. Oui. Tout récemment, en tant que femme politique, il y a 2 ans, j'ai pensé à entreprendre quoi. J'ai ouvert une petite agence de voyage en ligne avec mon garçon. Oui. Mais tout récemment, j'ai suivi une formation avec l'État. J'ai bénéficié de 2 mois de formation intense. Cette formation doit aboutir à un prêt bancaire. Mais vu la situation économique de mon pays, je traîne les pas parce que je n'aimerais pas, mon entreprise fonctionne à ma façon, à la façon de mon pays. Mais si je prends ce prêt-là, il y a une période de remboursement et puis le taux est très élevé. Est-ce que ça ne va pas un peu m'affecter? Est-ce que je ne vais pas souffrir de plus? Est-ce que vous avez un conseil à me donner par rapport à cet emprunt qui... Tout le monde sait que la situation économique du pays ne va pas du tout bien. Oui, et ça, c'est une très, très bonne question, Madame Bangouran. Hassan. Le problème ici, c'est l'incertitude. Je vais vous donner aux États-Unis, aux États-Unis, voyons si. Ah ouais, voilà. Donc pendant la pandémie aux États-Unis, c'était un peu pareil. Les entreprises et surtout comme vous, l'entrepreneuriat, lorsqu'on est seul ou on a une cellule très restreinte, on a du mal à s'engager dans un prêt qui est énorme et notamment lorsqu'on ne sait pas si le pays a le vent en poupe ou non. Et pendant la pandémie, c'était ça. On ne savait pas si ça allait durer 1 an, 5 ans ou si c'était la fin du monde. Et je pense ce qu'il faut regarder dans ce cas-là, et il faut s'asseoir avec la banque et un conseiller financier, parce que souvent, il y a des clauses dans un contrat qui permettent à vous, et c'est à vous aussi de pouvoir le définir, si vous avez ces connaissances, si vous avez un conseiller financier et un avocat, de vraiment regarder ça dans le contrat du prêt ou de l'emprunt, c'est-à-dire s'il y a force majeure, par exemple, disons que votre pays va tellement mal qu'il n'y a pas cette transition à la démocratie, mais ça devient donc un système, un régime qui n'a pas les intérêts économiques en tête. Et donc là, ça pourrait vous heurter parce qu'il y a une nationalisation de services. Et donc là, encore, si vous avez cette clause dans le prêt, dans l'emprunt, ça vous permettra, si jamais il y a donc des choses imprévues, que vous soyez au moins juridiquement couvert. Parce que ça, je veux dire, ça c'est la chose que je conseillerais. Ma femme, elle travaille beaucoup dans le domaine donc des entreprises, des fusions et autres. Et donc, c'est dans ces cas-là où il faut vraiment négocier les conditions donc de ce contrat et avant de vous hâter et d'emprunter directement, je m'installerai avec donc un conseiller financier. Si votre fils a fait une petite formation là-dessus, ça aide déjà, mais sinon, demandez aussi autour des femmes ici. Je suis sûr que vous pourriez trouver quelqu'un qui vous aidera à rédiger ce document parce que c'est vrai que vous savez très bien où vous allez avec votre entreprise, mais c'est bien d'avoir au moins d'un filet de sauvegarde contractuel lorsque vous rédigez ce prêt. Et si vous voyez que la banque, elle est un peu en tant que prédateur, c'est-à-dire non, 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 on ne fait pas ça, non, non, non.
Donc, peut-être faut être un peu moins risqué et de ne pas s'y engager parce que c'est vrai que vous voulez pas faire faillite mais a priori, normalement, le ministère des Finances ou le ministère des Économies ainsi que le gouvernement, ils veulent que l'entrepreneuriat commence à accroître de la richesse et commence à étendre. Et donc là, je pense pas qu'ils seront forcément contre les propos que vous avez pour justement avoir plus de certitude. Une très, très bonne question. Peut-être une dernière question et après on va terminer le cours. Je suis ravi que vous soyez si engagés et que vous êtes tellement fascinés par le sujet. Je rappelle le questionnaire. Oui. Y avait-il encore une question? Non? Professeur Course. Oui. Allô? Allô, oui. Ça va, Né? Oui. Oui. Allez-y, allez-y. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ravi de vous voir. Vraiment, merci pour la qualité du débat. C'est très intéressant, vraiment. Super, Nous super. en remercions infiniment. Moi, j'ai une petite question. Oui. Là, vous avez parlé des politiques économiques. Oui. Je n'ai pas eu à comprendre le cycle économique d'un pays. D'accord, d'accord. Donc, je vais reprendre vite fait. Donc, on prend quelques petites minutes pour, je vais reprendre le tableau. OK. Donc, lorsqu'on parlait, c'était les cycles économiques, c'était ça avec la politique monétaire et budgétaire, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, d'accord. Donc, si on se rend compte, on va peut-être prendre un exemple de quelqu'un, un agriculteur souvent est vraiment à l'écoute du temps, du climat, parce que la récolte, véritablement, la récolte dépend seulement des graines qu'il plante ou qu'il sème, ou elle, mais aussi bien s'il y a de la pluie et si toutes les conditions sont favorables, même si les conditions sont favorables, il se peut que, à la fin de compte, les conditions pour tout le monde étaient favorables, que le blé qu'il veut vendre ne vaut plus rien parce que tout le monde a produit du blé. Donc, c'est pour ça on parle, si on prend l'exemple de l'agriculture ici, on parle des cycles économiques parce que même si on a produit beaucoup, peu importe si c'est des machines, des graines, si c'est des meubles, si c'est d'autres produits ou des vêtements. Et donc, tout dépend donc de la demande et de l'offre. Et s'il y a trop de demandes, mais pas beaucoup d'offres, ça va augmenter les prix. Et donc, du coup, on a l'inflation. Donc, du coup, si les choses sont trop chères et on n'arrive pas à acheter ce qu'on veut, bien évidemment, ça entraîne un cycle vicieux et un cercle vicieux qui peut mener au chômage, au licenciement. Et pour faire face à cette structure cyclique de l'économie, l'État a donc un besoin d'une politique économique qui peut être monétaire ou budgétaire. Et monétaire, c'est-à-dire on va imprimer encore plus de monnaie pour qu'elle puisse circuler, mais vous avez bien entendu, vu que si l'État imprime de la monnaie à droite à gauche, ça véritablement mène à des problèmes très graves en termes d'inflation
et de la valeur de la monnaie. Donc, s'il y a trop de monnaie sur le marché, elle ne vaut plus rien. Et donc, votre billet de 100 ou 1000 ne vaut plus rien. Et donc, deuxièmement, la politique budgétaire est un peu liée comme à votre budget donc à la maison, si vous voulez. Donc, c'est l'économie. Vous avez un budget hebdomadaire pour faire les courses, pour faire ceci ou cela. L'État fait cela comme vous, mais sauf il le fait de manière annuelle. Et c'est la législation, le Parlement qui fait partie des négociations. Et ici, l'idée principale, c'est comment les recettes, donc comment les impôts, comment la fiscalité, c'est-à-dire tout ce que nous payons à travers la TVA, donc le taux de valeur rajouté sur nos produits, les impôts qu'on doit payer sur notre salaire et autres. Donc tout cela mène à l'État de pouvoir redistribuer les fonds, donc ces recettes publiques, et s'engager à des projets comme des projets d'infrastructure, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de construire des routes, etc., etc. Et donc, ce sont ces deux outils-là que l'État a pour faire de sorte à ce qu'on règne à travers donc l'inflation et le taux de chômage, et on a toujours comme objectif la croissance économique. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, la croissance infinie n'existe pas, et donc c'est pour ça l'État et la société en Guinée et ailleurs se trouvent donc toujours enfermés dans ces cycles. Une fois ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et pour diminuer les chocs qu'on a actuellement, les taux énormes d'inflation et les taux énormes de chômage, il y a ce mouvement que je viens d'appeler le mouvement de la décroissance. Mais je mettrai quelques références dans le prochain cours, vu que ça rentre aussi dans des questions des perspectives interdisciplinaires. J'espère que ça a aidé un peu à faciliter la compréhension. Et si c'est la première fois que vous travaillez ces questions économiques, c'est pas facile, mais je pense à travers donc ce cours et les supports qu'on va partager dans les jours et semaines à venir, ça facilitera un peu votre connaissance sur ces questions-là. Ah, vous voulez allumer Savannah, vous voulez allumer le micro, comme ça je vous entends? Et merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, parfait. Merci pour ce partage. Parfait. Donc, ça m'a fait très plaisir aujourd'hui, et je pense qu'on pourra encore passer des heures ensemble. Il y a tellement de questions et tellement d'engagement. Je suis très ravi. Et donc, encore une fois, en ce qui donc les exercices que le devoir fait donc en ligne à travers notre plateforme à la fin de la semaine, ce week-end. Et vous auriez aussi donc la 5e séance pour le week-end qui traite encore des questions économiques. Et donc mardi prochain, on aura donc le cours, le 6e module sur la politique et intelligence numérique ensemble. Donc, jusqu'à la semaine prochaine, n'hésitez pas à m'envoyer quoi que ce soit à travers notre chaîne WhatsApp. Regardez donc le cours qui sera mis en ligne vendredi et samedi pour le module numéro 5. Et ravi de revoir toutes la semaine prochaine à la même heure.
Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir. Bonne journée et bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Thank you.